C'était jeudi dernier un CAC à 7387, précisément 29 points, 35 ans après sa création. L'indice parisien qui a touché son plus haut historique. La place parisienne qui n'était pas en reste puisque Londres notamment a franchi également son record absolu il y a quelques jours. Francfort ou encore Milan notamment qui sont sur de très hauts niveaux, au point que l'on en oublierait presque peut-être les mauvaises nouvelles du moment et le contexte macroéconomique. Bonjour Xavier Patrolin. Bonjour Julien. Président d'Albatros Capital, 2 records donc absolus en une semaine pour les places boursières européennes. Pourquoi est-ce que ça a monté si vite et si fort, Xavier ? Depuis le début de l'année ou depuis Depuis le début de l'année et puis là très récemment en l'occurrence. Il faut relativiser le rebond parce que si on fait une comparaison, le CAC est à peu près sur les mêmes niveaux que début janvier 2022 et les ratios de valorisation sont 20% inférieurs. Ouais. Donc ça veut dire que sur l'année 2022 et au moment des publications actuelles de résultats du 4e trimestre 2022, le marché a révisé l'essentiel de ses agrégats. Ouais. Donc il y a ce facteur-là qui est incontestablement... Il faut se replacer un an en arrière. On est à la veille du conflit ukrainien-russe et le marché, au moment où les opérations s'enclenchent sur le territoire ukrainien, anticipe, avec le choc, notamment sur les matières premières énergétiques, une récession bénéficiaire. Cette récession bénéficiaire n'est pas venue. C'est tout le contraire qui s'est passé. Et pourquoi ? Eh bien, tout simplement, probablement parce que les marchés, les investisseurs ont sous-estimé l'inertie de cette économie de retournement, de recouvrement post-Covid. Souvenons-nous au moment du Covid, les stocks se sont effondrés, les carnets de commandes ont fortement baissé, et là on est dans cette phase de reconstitution. Mais ça touche toute l'économie mondiale. Quand on voit le record de Paris notamment, là, est-ce qu'on se dit on n'est quand même pas un peu trop haut ? Est-ce que c'est pas un peu survalorisé tout ça ? Non, parce que globalement on a une prime de risque qui est retournée sur son étiage naturel, un peu plus de 4%, la prime de risque par rapport aux dettes souveraines. Et on a surtout des bénéfices qui continuent, alors là ils vont rentrer progressivement en stagnation, mais qui continuent à être en croissance. Donc on n'a pas eu de drame au niveau bénéficiaire, et donc comme le marché est toujours dans le forward, dans l'anticipation, à 1 an, à 18 mois, bien, il anticipe que le cycle monétaire, qui a quand même été un vent contraire sur toute l'année 2022, le cycle monétaire va probablement... va assurément décélérer. Alors peut-être que le marché était un peu trop précoce. Aux États-Unis, le cycle monétaire va connaître quelques hausses de taux courts. La BCE va continuer sa phase de... Oui, on y reviendra sur les banques centrales parce qu'il y a un vrai sujet. Mais globalement, les agrégats sont là. Il faut quand même avoir une idée en tête. Les chiffres d'affaires sur 2022-2023 ont été révisés par rapport à la situation. Oui, c'est ça. Ont été révisés les chiffres d'affaires de quasiment 10%. Et les rentabilités d'une vingtaine de pourcents. Donc ça veut dire qu'il y a quand même du levier opérationnel, et du levier opérationnel positif. Et pourquoi ça a tenu justement ces résultats d'entreprise ? Pourquoi est-ce qu'ils sont au rendez-vous finalement ? On les avait trop sous-estimés justement ? Parce qu'on est dans une économie qui revient d'une certaine façon. Les stocks se reconstituent. Si vous regardez les... Donc il n'y a pas de guerre en Ukraine, il n'y a pas de contexte défavorable, il n'y a pas d'inflation. Bien sûr, mais pour l'instant c'est au second plan par rapport au premier facteur. On est toujours dans la reconstitution des stocks intermédiaires, on est toujours avec des carnets de commandes. Ouais. Alors les carnets de commandes maintenant commencent à décélérer. Mais on a toujours... Donc ça, ces facteurs-là ont été des facteurs de soutien. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'effondrement, il n'y a pas eu de récession bénéficiaire. On a plutôt une capacité des entreprises à diffuser... La reprise est plus forte que la guerre en Ukraine. Voilà, c'est ça, d'une certaine façon. Exactement. Et donc, c'est une économie de retour, d'une certaine façon, post-Covid. Et ça, je pense qu'on l'a sous-estimé. On a eu une analyse des événements à la frontière de l'Europe de l'Est, beaucoup trop un peu politique de l'autruche. C'est-à-dire, on n'a pas regardé les inerties des stimulations qui ont eu lieu, des stimulations budgétaires, stimulations monétaires, reconstitution. Donc, toute cette activité a immergé, irridé l'activité économique et celle des entreprises. Et ça va avoir un impact, ça peut avoir un impact. Est-ce que notamment, vous faites partie de ces analystes qui estiment que notamment on va assister, d'ailleurs on a commencé à avoir beaucoup de rachats d'actions, notamment, effectivement Total Energy l'a fait, 2 milliards, BNP notamment, Shell. Est-ce que ça va avoir des conséquences finalement ? Comment est-ce que vous regardez la situation ? C'est un facteur éminemment positif pour les investisseurs particuliers, puisque ça prouve que même dans un contexte... Alors, c'est pas toutes les entreprises, mais même dans un contexte qui reste incertain, je ne vais pas dire que le contexte économique ne l'est pas, et avec des taux qui ont profondément, des coûts de financement qui ont profondément monté, les entreprises trouvent quand même que racheter leurs propres actions
est une bonne stratégie. Est une bonne opération. Alors dans le cas de Total, c'est évidemment Total d'abord avec ses cash flows a plutôt concentrer ses cash flows sur de l'investissement pétrolier, certains lui contestent ce droit, et surtout diminuer son endettement. Et comme son endettement a pas mal reflué, maintenant passe à la phase action. Ça veut quand même dire que ces entreprises qui font des programmes de rachat d'actions ont des structures financières plutôt saines pour affronter l'avenir et se considèrent en situation plutôt bonne. Donc, c'est-à-dire qu'elles ont des anticipations de cash flow, de revenus, de rentabilité qui leur permettent de réouvrir des programmes de rachat d'actions. Donc, c'est un facteur de plus. Et l'autre facteur, ne l'oublions pas, 2022 a quand même été une année de fuite des capitaux internationaux de la zone euro, qui a été de concert avec la baisse de l'euro contre toute devise, et notamment contre le dollar. Donc ce mouvement aussi est en train, s'est estompé au cours du 4e trimestre, et est en train de revenir. Donc on voit, pas de revenir, les capitaux internationaux commencent à se réintéresser, notamment les capitaux américains, et quand on voit les écarts de valorisation absolu ou relatif entre les deux parts de l'Atlantique, on a aussi là un facteur de soutien pour les marchés européens. Alors justement, on parlait tout à l'heure des banques centrales. Qu'est-ce que va faire la BCE ? Est-ce que ça peut être de nature justement à faire un petit peu bouger sa position ? Alors on n'est pas sur un retournement de situation, mais plutôt sur des bonnes nouvelles. On ne les avait pas forcément trop anticipées. Qu'est-ce qui peut se passer là aujourd'hui vis-à-vis des banques centrales ? Elle va suivre la Fed d'une certaine manière ? De toute façon, elle est en retard comme la Fed, mais avec un écart probablement de 2 trimestres. Donc, elle va continuer son chemin. Les dernières déclarations de la semaine dernière étaient plutôt des déclarations hawkish, c'est des déclarations un peu fermes qui dénonçaient d'une certaine façon les anticipations trop calmes, trop douces. Donc, il y a probablement encore, 100 à 150 points de hausse des taux courts dans la zone euro. La question va être de savoir comment ils vont se répartir, 50, puis après 25. Aux États-Unis, là aussi, probablement que le marché a été un petit peu optimiste. Les anticipations se sont redressées depuis une dizaine de jours, parce que probablement que l'inflation va refluer, mais refluer plus lentement. On a une inflation qui reflue, mais l'inflation corps va rester très résistante si on en croit ce qui se passe notamment sur les indicateurs de services. Donc là, oui, on a probablement une certaine volatilité sur les taux longs, mais les points hauts, les points de dégradation sur les maturités 10 ans, par exemple, de référence, sont probablement derrière nous. Donc ça veut dire, là aussi, c'est un élément de confort. Ça ne veut pas dire que les taux longs vont rebaisser, mais ça veut dire qu'on a probablement vu le pire sur les taux longs de part et d'autre de l'Atlantique. Et ça, c'est naturellement de nature à rassurer les investisseurs. Mais ne nous faisons pas d'illusions sur le fait que la BCE va lever le pied. Non, la BCE, dans ses déclarations, va au moins être extrêmement ferme jusqu'à l'été. Et après, c'est l'autre point positif. Le marché se projette sur le deuxième semestre. On n'a plus de crainte à avoir de hausse sur la deuxième partie de l'année de la part de la BCE. Justement, comment on se positionne en tant qu'investisseur ? À quoi est-ce qu'on reste attentif ? Qu'est-ce qu'on fait là justement dans les 2-3 mois là qui arrivent ? Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde immanquablement les publications. Je pense qu'il y a encore du potentiel sur les secteurs dits value. Ça peut être les secteurs énergétiques si on n'est pas contraint par les normes ESG. Donc, c'est les secteurs qui ont ce qu'on appelle le levier opérationnel. C'est quoi le levier opérationnel ? C'est voir l'impact qu'a une variation de 1% du chiffre d'affaires sur la rentabilité des entreprises. Et là, on voit quand même qu'il y a beaucoup de leviers opérationnels, ce qui permet des révisions sur certains compartiments, notamment des compartiments plutôt cycliques. Il ne faut pas qu'ils soient trop indexés en termes de coûts énergétiques, parce que quand même, il faut rester prudent là-dessus. Mais globalement, il y a des révisions bénéficiaires. Donc si les marges, alors ici évidemment, si les marges se stabilisaient, eh bien je pense qu'on va connaître une phase, que j'avais dit ça à David la fois dernière, une phase de latéralisation. Donc il y a plus grand espoir de progression de l'indice en termes agrégés. Par contre, au sein des indices, regardez les valeurs plutôt value, les qui ont des faibles ratios de valorisation, parce que c'est probablement des valeurs qui ont subi depuis une décennie les affres de la prédéflation. Or, on est dans un environnement qui est plutôt pré-inflationniste d'une certaine façon. Donc elles ont des conditions d'activité économique qui sont nettement meilleures en termes de pricing. Elles ont plus de leviers opérationnels, donc on a plutôt des bonnes surprises. Ça peut être le secteur auto, ça peut être le secteur des équipementiers automobiles, ça reste le secteur énergétique, ça reste évidemment, j'allais l'oublier, ne nous l'oublions pas, les financières. Les financières ont un véritable levier opérationnel. Leur chiffre d'affaires n'est pas indexé sur le chiffre d'affaires au sens classique des valeurs industrielles, mais sur les écarts de taux d'intérêt.
Et là, elles vont avoir des conditions de rémunération plutôt favorables. Et donc ça, il faut... Ouais, et on va regarder ça. Merci beaucoup, Xavier Patrolin, d'être venu nous voir, président d'Albatros Capital dans Boursorama.